Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une petite vidéo. Alors j'étais en train de travailler, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. J'étais en train de bosser sur un couteau de débat où je sais que je vais devoir refaire la géométrie, un couteau que je vais mettre en vente. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Aujourd'hui on va refaire une géométrie d'un couteau débat, donc je vais vous expliquer quelle forme d'émouture et du coup comment l'adapter sur d'autres couteaux. Et c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un couteau débat? Eh ben, un couteau débat, c'est un couteau asymétrique, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul biseau. Alors, en schéma, on va faire un beau dessin, Patoche qui va être content. Alors, un débat, un couteau qui a un dos un peu incurvé, comme ça. Ici, on a un plat. Hop, ici, on a le dos de notre couteau. Et ensuite, on a une émouture droite ici, qui finit sur un genre de scandinave partiel. Ici, c'est-à-dire un biseau. Alors toutes ces parties portent des noms, je vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous mettre une petite image, vous irez voir dans Google, parce que vraiment d'importance au final, là on va vraiment parler de la technique. Donc la partie que l'on va refaire, c'est celle-ci, hop, qui est complètement de travers sur la lame que j'ai. Cette partie-là a une particularité, c'est à ce niveau-ci, on peut avoir ce qu'on appelle, alors suivant que vous trouvez sur le net, vous avez des différentes prononciations. On va parler en termes français, pour que ce soit plus simple, ça va être un biseau secondaire, c'est-à-dire qu'ici on a l'émouture droite, hop, la partie qu'on va refaire, et ici on peut avoir un petit biseau avec un angle très légèrement différent. Bon, c'est plus fin que ça évidemment, mais si je fais pas des dessins grossiers, vous n'allez pas comprendre qu'ici il y a un biseau secondaire, parce que l'angle entre ici et là est quasiment imperceptible. À l'œil nu, ça doit être fondu dans les moutures, parce qu'ici, normalement, vous avez même un très léger arrondi ici. Donc là, on va se charger juste de faire une émouture plate, comme ça, vous allez pouvoir retransmettre ça sur les Scandinaves. Et on va pas s'attarder sur le biseau secondaire. Normalement, juste en faisant l'émouture droite, ça devrait suffire à choper le morphile ici. Donc après, ça sera au client qui va acheter le couteau, quand il va réaiguiser son couteau, de faire cette partie-là. Là, je vais juste vous montrer comment rattraper une émouture plate, que ce soit sur un scandinave, ça peut être retransmis, ou sur un couteau débat ou un Yanagiba, ça va être la même chose. Ça va être exactement le même principe, exactement le même mouvement et quasiment la même progression de grain. Attention, il a disparu. Incroyable! Les effets spéciaux, c'est fou! Donc là, on va partir sur un 1200 diamanté. Je pourrais commencer plus bas, mais si en fait l'acier, il est plutôt tendre, et qu'il est plutôt facile à rattraper, en fait, vaut mieux l'attaquer avec un grain comme ça. Pour par la suite, en fait, au moment du polissage, ça va être moins compliqué de rattraper les rayures d'une 1200 qu'un 400 diamanté, ça va être plus compliqué, plus de travail pour rattraper les rayures que l'on va faire pendant la réfection des moutures. Donc moi, je vous conseille de démarrer avec un grain un peu plus fin, directement attaquer au 400 diamanté. Il faut savoir qu'entre le diamanté et les pierres synthétiques, il y a une différence au niveau du grain. C'est-à-dire au niveau de l'abrasion, en général 1200 diamanté, on est pas loin d'un 600 synthétique au niveau des rayures, plus profondes en fait avec ce genre de pierre. Ça, c'est à vous de faire les tests. Moi, c'est ce que je ressens sur les pierres que j'ai. Chacun a des pierres différentes évidemment. Donc là, on va se prendre le petit couteau débat, on va lui mettre un wa, c'est-à-dire un manche. Hop, c'est zéro importance de savoir comment ça s'appelle, honnêtement. Tac, juste ça tienne bien. Donc là, on a des facettes. Il y a eu un revêtement doré en fait dessus, et là il y a des facettes. J'ai passé un coup de backstand vite fait à l'arrache, mais j'aime pas bosser les émoutures au backstand. Parce que dans tous les cas, quand je vais passer à la pierre, ça va retravailler différemment. Donc je préfère tout faire à la pierre, c'est plus long. Mais au moins, je suis sûr de la planimétrie. Donc on a des facettes un peu partout. Là, en fait, vu que ça change de couleur, c'est carrément plus simple. Parce que une fois qu'on aura enlevé toute l'espèce de dorure dessus, et on aura fini le travail pour le grain 1000. En fait, là, moi je préfère travailler à la pierre diamantée parce qu'on pourrait le faire à la synthétique, mais le problème c'est que la synthétique, elle va creuser au fur et à mesure qu'on va travailler, et en fait on va être tout le temps en train de surfacer la pierre. Que de travailler sur une diamantée, ça fait des rayures un peu plus grossières, mais par contre, on est sûr de la planimétrie de la pierre en fait. Alors là c'est simple, on pose à plat comme ça, hop, on appuie ici, et hop, on a le bon angle. Et là on frotte, et on frotte, et on frotte pendant des plombes. Alors là, il faut mettre un peu de pression.
Alors, pour savoir où vous travaillez sur un couteau débat, et ben vous appuyez. En fait, la zone de pression, ça va être la zone où vous allez travailler. Donc, vous pouvez commencer par le talon. Hop, déplacez vos doigts un peu plus haut. Hop, les déplacer un peu plus haut. Et les déplacer encore un peu plus haut pour avoir la pointe. Hop, et vous pouvez redescendre, ainsi de suite. Soit vous faites vraiment zone par zone. C'est-à-dire que vous passez, on va dire, 5 minutes sur le talon et puis après vous montez. Moi, je préfère travailler tout en même temps, progressivement. Hop. Là, on s'arrête et on regarde où on a travaillé. Hop, on voit une grosse différence. Évitez de bouger le téléphone parce qu'à chaque fois, c'est une galère de le replacer. Donc, je vais me mettre comme ça. Hop. En plus, il y a la lumière juste au-dessus, c'est parfait. Vous voyez, là, on n'a pas le talon. Vous voyez la différence entre tout à l'heure et là? Là, il manque la pointe, donc il faudra insister un peu plus. Le but, bah là, c'est totalement qu'il y ait les mêmes rayures partout, sur toute la longueur du couteau, pour avoir une belle géométrie. Parce que si on n'a pas ça, toute la longueur du couteau à la pierre diamantée, après, on va vraiment galérer avec les autres pierres. Pour monter en grain et choper le polissage, ça va être infernal. On n'hésite pas à bien mouiller la pierre, évidemment. Pas la belle-mère. On continue. Donc on a vu que les zones où il fallait plus travailler, c'était le talon. On met un peu plus de temps à travailler le talon. Mais il ne faut pas oublier de faire aussi le reste de l'émouture. Parce que le fait de travailler que le talon ou que la pointe comme là, vous voyez que on doit travailler sur... C'était les zones à travailler, la pointe et le talon. Si on ne fait pas le milieu ou qu'on n'y passe pas assez de temps, le problème c'est qu'on va avoir... Donc là c'est vu de face, notre couteau qui est comme ça. Tac. On a une émouture qui est comme ça. Si on travaille trop sur le talon ou trop sur la pointe sans travailler en même temps au milieu, on va avoir le talon qui va remonter comme ça. L'émouture qui va remonter comme ça. Et comme ça ici. Ça va pas être joli en fait. Parce que ça va être épais ici, là plus fin, là épais. Il faut vraiment travailler tout le biseau dans l'ensemble pour que l'émouture elle continue de rester droite. Tac. Pour qu'en gros, il y ait la même distance partout sur toute la longueur. Qu'il n'y ait pas ici genre 3 cm, ici 2 cm, après 3 cm. Donc quand vous travaillez les zones, que ce soit le talon ou la pointe, n'oubliez pas aussi de travailler le milieu. Pareil aussi, inversement, ne travaillez pas que le milieu, parce que sinon vous allez avoir fin ici, épais là, vous avez compris le principe. On travaille toute la zone du couteau, on fait attention, là on bosse. Voilà, en ce moment je fais tout au téléphone. J'aimerais bien prendre un MacBook. À ce qui paraît, on m'a conseillé ça en portable. Pour faire les montages vidéo comme moi je fais, apparemment c'est largement suffisant. Puis il y a un beau logiciel de montage apparemment. Mais ça vaut des sous, hein. C'est pas que c'est pas rentable pour le moment l'affaire, mais c'est pas rentable de faire des vidéos, je vous le dis. Hein. Faut vraiment avoir envie de vous partager ça. Hein. Parce que je pourrais faire comme les autres, tout garder pour moi et puis vous dire ah bah si tu veux le faire, bah t'as qu'à payer et m'envoyer le couteau. Non, alors je vous explique pourquoi moi je partage. Je partage parce qu'en fait, ça doit pas être agréable avec le bruit de la pierre, mais quelque part, je travaille quoi. Donc je disais, je préfère partager parce qu'en fait, des fois, j'ai des couteaux où il y a eu des très grosses erreurs dessus, par des rémouleurs ou que ce soit par des particuliers. Et étonnamment, c'est plus souvent par des rémouleurs. Et en fait, c'est très long de rattraper des conneries. Plus long que de faire de l'entretien au final. Donc en fait, je préfère partager et qu'en fait, je m'occupe vraiment de ce que vous pouvez pas faire ou que vous n'osez pas faire, style les personnalisations, etc. Et en fait, ça me permet de faire des projets, je vais pas dire plus intéressants, mais en gros, où vous êtes plus content que juste de refaire un aiguisage ou une émouture. Quand je vous refais une remise à neuf ou quoi, ou un custom, un peu comme là sur ce couteau-là, bah, c'est plus sympa.
On va dire, s'il y a eu des conneries de faites sur le couteau, ça se trouve, la réfection des moutures, elle peut coûter, je sais pas, suivant le temps que je passe, 70, 80 balles. Que si les moutures n'allaient pas trop défoncer, parce que en gros vous avez suivi des conseils, etc. Et qu'il n'y a que juste ce custom, pour 80 balles, en fait, vous pouvez vous payer une super personnalisation de couteau. Si j'ai juste un petit coup d'aiguisage à remettre dessus, que j'ai pas besoin de refaire toutes les moutures, etc. Pour le même prix, en gros, pour le même budget, tu peux avoir un truc vachement plus stylé, quoi. Parce que les mecs qui vous font des aiguisages à 4 balles, c'est pas que c'est mal fait, mais c'est que c'est impossible. Si un mec vous dit je vous aiguise votre Yanagiba pour 5 balles, faut fuir. Faut fuir parce que soit c'est que c'est un bon ami qui vous fait un cadeau, mais on va dire si tu veux survivre aujourd'hui, pouvoir t'acheter à manger et tout ça avec tes charges et tout, faut compter une heure de main-d'œuvre à 30 balles à peu près. 25-30 balles. Ça te permet de pouvoir passer du temps sur les couteaux, de manger, payer tes charges, etc. Et refaire un Yanagiba, c'est relativement long. Donc on passe quasiment, en général, une mouture de Yanagiba, tu passes minimum 1 heure dessus. Si tu veux vraiment que ça soit bien fait. Si elle est déjà propre, oui, tu peux passer moins de temps. Mais il faut compter, on va dire, un prix correct, c'est-à-dire un prix qui se fait ailleurs. Tu comptes minimum 40 € pour faire ça à la pierre. Pour refaire ton émouture et tout. Minimum, hein. La moyenne, elle est plus autour de 60-70 €. Je parle pour un Yanagiba, on va 4-25 cm. Faut compter à peu près ça. Ça peut paraître hyper cher pour certains. Mais il faut bien comprendre que là, le biseau, il fait tout ça, quoi. Comparé à une émouture plate avec un biseau, un double biseau en bas, comme on voit 95% du temps, voire même plus, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence, hein. Ça, c'est ce qui use le plus les pierres. De travailler comme ça, vraiment toutes les moutures. Là, on sent le morphile super bien d'ailleurs. Et pas là. Parce que là, en gros, ça a monté. C'est-à-dire que... Hop, je vais m'approcher. Quand je parle, il a monté. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé. Il est venu vraiment sur le haut. Là, vous voyez, on a quasiment tout. On a un peu le bas ici. Là, il reste cette tâche-là. Et cette tâche-là à faire. Je sais pas si on va entendre. Et là, ça gratte. Et là, on sent rien. Vous voyez, on voit le morphile là. Ça brille. Hop. Vous voyez? Ça, ce qui brille là, c'est du morphile. Hop. Hop, nous y voilà. Donc là, on a déjà fait, je pense, un bon 95% de l'émouture. Vous voyez, on a fait toute la surface. Il manque un petit peu ici, mais de toute façon, on a encore du boulot. Donc, pour le moment, je vais continuer le travail au grain 1000. Là, je vais changer de pierre. Donc là, en fait, ça va vous permettre de voir aussi la différence qu'il y a entre les grains diamantés et les grains synthétiques. On va avoir un grain 1000 qui va travailler un peu différemment. Alors, si on a une pierre qui a plutôt tendance à sortir du grain, on va avoir un travail un peu plus grossier. Si on a une pierre qui a tendance à coller la limaille dans le fond un peu, j'ai une Naniwa comme ça, tendance à coller la limaille dans la pierre, donc après ça fait assez contrasté, ça a tendance à plus polir. Donc chaque pierre travaille différemment, chaque granulométrie travaille différemment, mais en plus de ça, chaque type de pierre travaille différemment. Un 1000 diamanté, un 1000 synthétique, 1000 naturel ne va pas rendre le même résultat sur votre couteau. Même après, en fonction de l'acier, c'est-à-dire si c'est un inox ou un carbone, ça va travailler encore d'une manière différente. C'est pour ça que je vous invite à faire vos tests vous-même. Là, je vais partir sur la 1000 Tatsuyama chez One Stone, qui est une pierre qui est excellente pour ce genre de travail, des moutures, parce qu'elle travaille vraiment très vite, qu'elle ne laisse pas de rayures super profondes dedans, qui va permettre d'enchaîner derrière. Là, je vais vous montrer, du coup, on a fait 1000 diamantés, 1002 diamantés même.
On va faire 1000 Tatsuyama et après je vais vous montrer 1000 Naniwa. Vous allez voir qu'on n'a pas le même résultat sur les 3 pierres. Donc là, la chose primordiale quand on refait les émoutures, c'est qu'il faut qu'on soit sûr de la planimétrie de la pierre. Il faut que la pierre soit aussi plate que la pierre diamantée. Si la pierre est un peu concave ou convexe, peu importe, des fois ça peut arriver, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à faire quelque chose de plat. C'est logique, hein, de toute façon. Donc là, on va redresser la pierre. Je vais vous montrer comment faire et comment aussi ne pas vous faire avoir. Vous prenez votre pierre, mettez des coups de crayon. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir de toute façon sur des tutos. Vous posez votre pierre. Soit vous posez la pierre diamantée sur le socle et vous frottez votre pierre, soit vous posez la pierre et vous frottez votre pierre diamantée. Vous mouillez un peu et vous frottez. Hop. Là, je vais rincer un peu, vous voyez. Ça frottait sur cette zone-ci et cette zone-là. Là, on n'a plus de crayon, là, on n'a plus de crayon. Et du coup, on a un creux dans le milieu. Donc là, il faut qu'on passe jusqu'à temps qu'on voit plus du tout le crayon. Et c'est là-dessus que vous allez avoir une petite subtilité. Il ne faut pas se fier que au crayon. De temps en temps, il faut retourner votre pierre. Là, c'est une pierre qui est gourmande en eau, la 1000 Tatsuyama. Donc, il faut beaucoup la mouiller pour que la boue s'évacue. Parce que le problème, en fait, quand on redresse une pierre, et ce que certains oublient de dire, ou de préciser, c'est qu'en fait, on va lever de la boue. Vous voyez, il y a de la boue qui s'est formée ici. Et la boue, en fait, elle va se coincer entre la plaque, entre la plaque et la pierre. Quand vous allez frotter, la boue va supprimer votre crayon. Ça va effacer le crayon. Quand vous allez enlever votre pierre, vous allez croire que vous avez fini le travail. Le problème, c'est qu'en fait, il y aura toujours un petit creux dans le milieu. Donc, il faut bien frotter. Il faut aussi retourner votre pierre. Parce qu'on a toujours plus tendance à appuyer fort de ce côté-là. Donc si je reste du même côté, elle va s'affiner ici, rester un peu plus épaisse là. On retourne la pierre diamantée. Hop. Et on frotte. Il faut appuyer là, il faut y aller. Faut y aller de bon cœur. Si vous voulez accélérer un peu le travail, vous pouvez poser un papier à poncer. Si le grain à 80 ou 120, vous faites les 3/4 du travail avec ça et vous finissez à la pierre diamantée. Alors, je vais vous montrer où on en est. Donc là, on voit la zone propre, elle est ici et ici. On a encore cette zone-là, il faut la faire. Hop là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ah, du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut être très minutieux parce que là, on peut penser que le travail il est fini. Peut-être qu'il est fini, je sais pas. Et j'en ai aucune certitude. C'est-à-dire que je recontrôle. Je remets un coup de crayon sur ma pierre. Hop. Je vais passer encore ma pierre diamantée. Et moins longtemps, c'est-à-dire je vais faire une dizaine de coups maximum. Hop. Et là, je dois avoir toute la surface, tout le crayon qui a disparu. S'il me reste du crayon dans le milieu, c'est que c'est la boue qui a effacé mon trait et pas le grain diamanté qui a poncé la pierre. Alors là, deux solutions possibles. Soit vous avez une pierre qui n'est pas très abrasive, et dans ce cas-là, vous prenez votre pierre diamantée et vous créez une boue, comme on l'a déjà vu dans plein de vidéos. Vous créez une boue abrasive dessus pour que la boue travaille sur votre pierre. Là, c'est une pierre qui est très abrasive et qui, en plus de ça, sort beaucoup de grenats avec l'aiguisage. Donc en fait, j'ai pas besoin de créer une boue supplémentaire. On repose à plat et c'est parti. Alors là, il va falloir beaucoup mouiller. Et là, il faut essayer de travailler sur toute la surface de la pierre. On va chercher le nez du couteau dans les angles, pareil pour le talon. Le plus important, c'est surtout jamais sortir de la pierre. Hop. Donc là, je garde un contrôle sur la lame avec les doigts sur la pointe et le pouce sur le talon. Et la main ici sert juste à serrer pour garder l'angle. Parce que ce qui est dangereux quand on travaille sur des couteaux, c'est quand nos doigts ils sortent de la pierre. C'est-à-dire, une fois qu'on a le point de pression ici qui sort de la pierre, c'est là qu'on commence à faire les bêtises. Si par exemple j'étais comme ça, et que mon point de pression c'était juste avec les doigts, et que les doigts se retrouvent en dehors de la pierre, on va avoir tendance à partir sur l'avant. Quand vous mettez un point de pression ici, un point de pression là, vous pouvez faire des allers-retours sur la pierre avec les doigts qui sortent. Par contre, il faut faire attention que du coup,
Quand je suis ici, c'est là où j'ai le plus de pression. Ici, c'est un maintien. Et quand je monte, c'est ici que j'ai le plus de pression. Et c'est là que j'ai un maintien. Où qu'on en est? Rinçage en fait. Donc là, en fait, je m'attarde vraiment à la finition que je veux sur la surface du couteau. Je m'occupe pas de l'aiguisage pour le moment. Je préfère avoir le travail de finition sans aiguisage au cas où que si je ripe par exemple, c'est mieux que mes doigts frottent un tranchant qui n'est pas aiguisé plutôt qu'un couteau qui est acéré. Donc là, je vous montre le résultat. Hop. Vous voyez déjà qu'il y a une énorme différence entre le grain diamanté d'avant et celui-là. Et là, on va passer sur un 1000 Naniwa. Que vous puissiez apprécier la différence. Alors j'aurais pu faire une autre pierre, hein. Je vais pas faire tous les grains 1000 que j'ai. Les autres, ils auront une vidéo dédiée. Le 1000 des Pyrénées, il aura une vidéo dédiée. Le 1000 Kumamoto aura une vidéo dédiée. Et là, en fait, ça va me permettre de récupérer ces images-là pour les comparer avec le reste plus tard. Faites attention quand vous utilisez votre matériel d'avoir un chiffon pour essuyer vos pierres et un chiffon pour essuyer le couteau. Parce que du coup, là, on va avoir de la poudre de pierre à limaille qui va être dans le chiffon. Si après on essuie notre couteau quand il aura une finition polymiroir, vous pouvez rayer votre poli par bêtise. Donc gardez vraiment un chiffon propre. Donc c'est parti, 1000 Naniwa. Hop. Déjà au bruit c'est plus du tout la même. Et là on voit que la boue, alors je sais pas si on va le voir, je sais pas si je vais faire un plan de coupe après, mais la boue est très foncée. Ça vient du fait que on a moins de grenats de la pierre qui se dégagent et du coup on a beaucoup plus de limaille. Le fait d'avoir beaucoup plus de limaille que de grenats, c'est qu'on va avoir un polissage plus profond, mais par contre ça travaille moins vite. Parce que là ça va être vraiment un mélange de limaille, on va dire, je vais dire des chiffres à la con, mais 80% avec 20% de grenats qui sortent. Que sur la Tatsuyama, on est beaucoup plus autour de 80% de grenats de la pierre qui se dégage et 20% de limaille qui s'évacue par les côtés. Donc on a un travail plus lent, mais avec un poli plus profond. De toute façon, vous allez comprendre direct, vous allez voir la différence. C'est flagrant. Donc là, ça doit faire une petite heure qu'on est sur la vidéo. Donc avec les blabla, etc. Quand je monte, on doit être à une trentaine de minutes de 30-40 minutes sur la pierre. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais pas travailler zone par zone, mais là, par exemple, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc en fait, c'est pas parce que je dis que j'aime pas travailler zone par zone que je le fais pas, en fait. C'est-à-dire que je préfère travailler comme ça. Mais quand j'ai envie de travailler zone par zone, je peux le faire, en fait. C'est pas parce que je dis que j'aime pas que je le fais pas. C'est-à-dire que j'apprécie moins. Voilà, je devrais utiliser ce terme, j'apprécie moins. Mais ça veut pas dire que je le fais pas. Je dis très souvent que j'aime pas le fusil, mais quand je me tape une journée ou deux de bouffe au barbecue et que je suis pas chez moi, que je suis chez mon père, je prends son fusil et j'aiguise les couteaux au fusil. Vous voyez, c'est pas un drame en fait. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. C'est pas un drame. En fait, il faut se faire... c'est des outils quoi. Je vous donne des outils, vous mettez ça dans votre mallette. Et puis vous les utilisez quand vous voulez. Si vous entendez d'autres choses ailleurs, c'est pareil, vous gardez les outils, vous les mettez dans votre mallette. Un jour, peut-être, vous allez galérer avec une de mes méthodes. Des fois, moi, ça m'arrive. Hein. Je sais pas que suivant les aciers, parfois, c'est pas la même. Je suis obligé de changer de méthode ou de changer de pierre ou de changer de cycle ou quoi que ce soit. C'est de l'adaptation. Hein. Je fais vraiment le contenu, c'est pour vous aider. Et parce que c'est surtout, en fait, le but principal, c'est que vous ne fassiez pas avoir. C'est pas de dire achetez ma méthode, je vends rien du tout là. Hein. Je vends pas une méthode, je vends du matériel avec lequel je travaille. Et encore, c'est même pas moi qui le vends, mais moi je vous conseille ce que j'utilise. Ça serait complètement con en fait de vous conseiller quelque chose que j'utilise pas. Parce que quand vous allez me demander comment tu fais avec cette pierre, au moins là je peux vous faire un retour vraiment. Vous voyez? Hop, on va s'arrêter là. On est pas mal. Sur du 1000 Naniwa. Vous voyez qu'il y a un peu plus de reflets. Alors on est toujours
sur les mêmes dimensions au niveau des rayures. Par contre, on voit qu'il y a un polissage qui apparaît. Là, si je mets ma main là, vous voyez que ça polit plus. Vous voyez sa différence avec ce que je vous disais tout à l'heure. 3000 naniwa. Là, c'est un couteau inox. Je vais faire ces pierres-là pour travailler sur de l'inox. Là, j'ai toujours pas fait l'aiguisage. J'aurais pu faire l'aiguisage en même temps. Par exemple, arrêter au grain 1000, ça aurait suffi. Hein. Le couteau, il aurait déjà coupé. Hein. Mais là, je veux une autre finition pour cette lame. Alors 3000, on va commencer à avoir des beaux polissages. Hein. Ça a commencé à briller sec. Là, je vais pas m'éterniser vraiment sur la 3000. Je vous explique pourquoi. C'est que, en fait, augmenter les grains comme ça permet d'effacer les rayures de la pierre précédente sans trop galérer. C'est-à-dire, on aurait pu passer de 1000 à 10 000, mais alors par contre, pour enlever les rayures, mon pauvre, on aurait passé un siècle. Faire une évolution de grains comme ça permet, en fait, ça permet de gagner du temps. Vu que je sais que la pierre suivante, la 6000 Tatsuyama, est méga efficace pour les polis, mais vraiment, vous allez voir, c'est un truc de fou furieux. Je vais pas trop m'attarder à sortir un gros poli avec cette pierre-là, parce que je sais que derrière, il y a de l'efficacité, quoi. J'aime pas le bruit que ça fait, je vais pas insister plus que ça avec cette pierre. Je vais passer directement à 6000. Ça gratte trop, j'ai peur de bousiller tout le travail avec un morceau, je sais pas si c'est de la pierre ou de l'acier, mais je vais pas insister plus. Je vais vous montrer le résultat quand même. 3000 naniwa, vous voyez, alors il reste des traces. Hein. Du coup, on a un polissage plus profond, vous voyez qu'on commence vraiment à bien voir les doigts, les mains, etc. J'aurais pu aller plus loin, clairement, mais je vais pas insister plus. Là, je vais monter 6000. Je préfère travailler plus longtemps avec une pierre qui me fera des cadeaux que d'insister avec une pierre qui risque de ne pas me faire de cadeaux. Toujours la même chose, on pose la pierre. Je vais la surfacer aussi, comme tout le reste. C'est quasiment plat. Voilà, là j'apprécie. Et ça gratte plus. Là j'adore cette pierre, vraiment c'est... Pour ça je l'ai conseillé et que j'avais fait le kit Road to 12K. La 1000 Tatsuyama, la 6000 Tatsuyama, puis la pierre la lune. C'est un bonheur à travailler, c'est matos. J'avais un arrêt d'importation de Nicolas parce que les prix avaient augmenté, il fallait qu'il trouve une nouvelle formule pour éviter que vous payiez trop de taxes. Et j'ai rien proposé d'autre parce que en fait je voyais rien de plus efficace. Donc je voulais pas refaire un autre kit parce que du coup ça aurait été moins efficace évidemment. Que là vraiment celle-là pour les couteaux. Autant pour les coupe-choux c'est légèrement différent. Autant pour les couteaux, il y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et là il a trouvé le combo ultime de vous faire deux pierres, une 1000, une 6000. Pour un rapport, on va dire, quantité de pierre, prix inférieur. C'est-à-dire qu'il vous a proposé vraiment là, avant on était à 120 € de souvenir pour un collage, 1000-6000. Donc la pierre faisait 20 par 7, si je dis pas de bêtises. Et là en fait vous avez deux pierres pour 160 balles. Alors je sais ça fait un budget mais franchement vous allez en avoir pour quasiment la vie entière. Sauf si vous aiguisez comme un narvalo tous les jours comme moi. Mais cette pierre, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, elle est facile à utiliser. Pour des débutants, elle est très permissive. Donc là, vraiment, je vais vous montrer juste là, au niveau de l'émouture. On va se concentrer là-dessus pour cette partie. Je ne vais pas vous parler de l'aiguisage d'un couteau débat. Là, c'est vraiment de la réflexion d'émouture. Ça fait déjà une vidéo dense. Hein. On a vu comment surfacer les pierres sans se faire avoir, comment rattraper les moutures, les différents grains 1000 que l'on peut avoir, les différentes finitions qu'on peut avoir avec les mêmes pierres. Je vais pas aller plus loin, je garderai
vu que c'est une émouture un peu comme les Yanagiba, je ferai une vidéo spéciale sur l'aiguisage du Yanagiba. Et j'en parlerai à ce moment-là de comment aiguiser un Yanagiba, mais je vais pas le faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment refaire une émouture asymétrique ou scandinave. Hein, c'est la même chose, hein. Pour un scandinave, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez devoir le faire des deux côtés, quoi. Du coup, par contre, en scandinave, il y aura le sujet du morphile. Parce que là, faudra, avant de passer de l'autre côté, il faudrait que vous ayez votre morphile sur toute la longueur, comme je vous ai montré. Vous voyez là, on a tout le polissage. C'est vraiment une petite merveille, cette pierre. On en est à 1 heure, sachant que je cut de temps en temps. Donc ça doit faire 1h30, 2 heures que je suis sur la lame. Vous voyez que là, on a un beau poli bien présent. Je vais monter en grain, mais là, ça va être un travail très légèrement différent. Je vais bien nettoyer et la pierre, et le support, et le plan de travail. On fait une très courte pause de 10 secondes pour vous laisser le temps de liker, de commenter et de penser à cliquer pour vous abonner sur la chaîne. Parce que vous êtes 80% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc là, je vous laisse 10 secondes, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez. Et on se retrouve une fois que tout est propre. Donc c'est parti, on va se prendre une grande on va dire, Green Shadow. Une super pierre qui a une densité monstrueuse. Donc là, à l'eau claire. Et c'est parti. Alors là, clairement, on a l'impression de rien faire, je vous le dis. À cette étape, j'étais un peu embêté parce que je n'avais pas assez de flux d'eau pour pouvoir nettoyer la pierre au fur et à mesure du polissage. Du coup, je suis passé à l'évier. Là, je frotte avec du papier de carrossier 5000 pour bien nettoyer ma pierre, bien la surfacer, enlever les micro-rayures. Et je mets un flux d'eau en continu et je passe mon couteau directement dessus. J'ai décidé de passer le couteau en parallèle sur la pierre pour qu'on puisse bien voir la différence avec les rayures qui étaient quasiment à 45 degrés avec l'ancienne position du couteau. Là, on voit que je suis vraiment parallèle. Et ce qui va me permettre aussi de voir l'avancement de mon travail une fois qu'il n'y aura plus aucune rayure à 45 degrés, qu'il n'y aura que des rayures parallèles au fil, c'est que mon travail sera terminé. Donc là, j'ai un petit coup de mou, je vous l'accorde. Je l'ai commencé à 9h30 ce matin. Là, il est 15h20. Sachant que j'ai bien mangé à midi et que j'ai fini avec une bonne heure de polissage à l'eau directement, à l'eau claire. Là, j'ai un petit coup de mou. Alors après, il y a encore plein de choses à voir. Il y a les polissages au doigt avec des fingerstones. Il y a tellement de choses. Polissage au cuir, les polissages à la pâte diamantée. Si vous voulez plus de renseignements sur une technique en particulier, proposez vos idées en commentaire. En tout cas, pour le facecam, c'est fini pour aujourd'hui pour moi. Je vais vous laisser avec des images de plans de coupe de ce couteau, quelques essais de coupe. Et puis, pour ceux qui passent le pas et qui veulent acheter du matériel chez OneStone, il y a 10% de réduction avec le code AQUAIR10, vous commencez à connaître. Et n'oubliez pas de vous abonner car il y aura encore plein d'autres vidéos car j'ai pas fini d'aiguiser toute l'âme qui est sur Terre. Ciao!